Bernadette, comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien, merci. Alors voilà, je me mets devant la caméra. Est-ce que ça marche? Oui, je vous vois bien, Bernadette. Bon, bah c'est parfait. Très bien. Alors on va avoir plus de gens en distanciel qu'en présentiel, j'ai l'impression, mais on ne sait pas encore, on attend. On espère que les gens vont être à l'heure, parce que sinon c'est un vrai problème. Oui. Non, mais c'est un vrai problème parce qu'on a 1h30 et qu'on ne veut pas réduire le temps de... Oui, bien sûr, ce serait dommage, effectivement. Et là, il est 58, donc c'est plutôt... Il y a toujours un temps de connexion. Oui, bien sûr, bonjour. Un temps de connexion, bonjour, enchantée, Evelyne, Christine, attachée de coopération éducative. Parfait, très dans bien. mon bureau, voilà. Très bien. Merci d'être avec nous, c'est super. Et il y a toujours un temps de connexion selon les zones. Bien sûr. Je vous en prie, mesdames, entrez. Voilà, on a nos... Alors, je vais commencer par vous distribuer petit à petit les cahiers et les crayons en précisant de la part de Madame Mazalon que l'idée c'est que vous écriviez, que vous ne fonctionnez pas avec un ordinateur ou un portable, parce que l'intérêt c'est justement d'écrire à l'ancienne, si on peut dire, non pas que nous sommes d'une ancienne génération, mais elle va vous l'expliquer mieux que moi. Voilà, puisque comme Bernadette est en train de vous l'expliquer, en fait cet atelier c'est une balade dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Attends, je crois qu'ils sont très occupés avec des crayons et des... Pardon. Alors en ligne nous avons Christine Gourjus, donc qui s'est présentée à l'instant, ma collègue en coopération linguistique et éducative. Nous avons également alors Madame Dina Karim. Bonjour Madame, vous m'entendez? Non. Et au-dessus, quelqu'un peut lire? Oui, mesdames, je suis là. Ah, très bien, bonjour Madame. Bonjour. Et ensuite, nous avons Madame Khalida. Madame Khalida Mohamed. Est-ce que vous êtes là, Madame Khalida? Bonjour, bienvenue. Je vous en prie, prenez place devant, c'est plus agréable si vous êtes regroupés. Surtout qu'il y a la caméra. Je reviens. Je vais vérifier. Bonjour madame. Oui, bonjour à tous et à toutes. On va commencer dans quelques instants. On attend que les uns et les autres arrivent sur place à l'Institut français, dans la salle, ou alors se connectent pour pouvoir participer à cet atelier à distance. On va encore attendre quelques instants. Et puis après, on ira, on s'y mettra. Très bien. Donc, on va se balader dans Saint-Germain-des-Prés. Je vais vous partager un certain nombre d'informations sur ce quartier iconique de Paris. De temps en temps, on va interagir. Voilà, je vais vous poser des questions et on va discuter ensemble. Et puis, de temps en temps, comme le disait Bernadette, vous allez prendre vos stylos. Donc, c'est toujours mieux d'écrire plutôt que de prendre son téléphone et de faire l'exercice sur son mobile ou sur son PC. Il y a vraiment une fluidité de l'écriture qui est un petit peu différente quand on écrit au stylo par rapport à quand on écrit à l'ordinateur. Donc, normalement, vous avez tous un stylo et un petit carnet, puisque pendant cet atelier, il y aura donc quelques pauses pendant lesquelles vous allez produire et ensuite on échangera autour de vos productions, donc des petites activités d'écriture créative. Donc on va se promener dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, on va partir, on va aller voir le cœur de Saint-Germain-des-Prés avec son église. On ira faire un petit détour sur une petite place qui se trouve tout à côté de Saint-Germain-des-Prés. On fera une escale dans un petit square, un petit jardin qui jouxte l'église de Saint-Germain-des-Prés. On abordera, bien sûr, on parlera des célèbres cafés littéraires de Saint-Germain-des-Prés.
On traversera le boulevard Saint-Germain pour nous rendre à Saint-Sulpice. Donc on sera un petit peu à l'extérieur, mais on sera vraiment tout près de Saint-Germain-des-Prés. Et on ira voir un mur assez emblématique, un mur qui est très poétique. Donc voilà à peu près l'itinéraire que l'on va suivre ensemble. Avant de se lancer dans la promenade, je vais peut-être me présenter. Donc je suis Evelyne Mazalon. Je suis la fondatrice et la directrice des ateliers INARS qui ont la particularité de faire découvrir Paris, faire découvrir la culture française à travers la pratique d'activités artistiques. Donc aujourd'hui c'est un atelier d'écriture, mais parfois j'anime aussi des ateliers plutôt de dessin. Et donc c'est un petit peu ça la particularité. J'ai fait toute ma carrière dans le domaine culturel et j'ai eu beaucoup d'expériences d'écriture et également d'enseignement notamment du français et du français langue étrangère. Alors, on va commencer la balade. Avant de commencer la balade, je vais vous donner un petit peu le programme de l'atelier. Donc, on va faire 4 pauses d'écriture créative pendant lesquelles vous allez réaliser un calligramme. Je vous expliquerai dans un instant de quoi il s'agit. On travaillera autour de l'acrostiche, qui est une autre activité d'écriture créative. Ensuite, on travaillera les alexandrins. Et on terminera cette balade avec un logo rallye. Alors ne vous inquiétez pas, peut-être que vous ne connaissez pas tous ces termes. On les découvrira ensemble et je vous expliquerai précisément comment réaliser l'activité. Donc pas de souci, tout va bien se passer. Allez, je vous emmène en balade. Donc là, on va commencer la balade le long de la Seine, vraiment presque à la sortie à la lisière du quartier de Saint-Germain. Et j'ai quand même voulu commencer ici parce que vous avez ici, le long du quartier de Saint-Germain, vous avez ces bouquinistes, les bouquinistes des quais de Seine. Alors, je voulais vous passer la petite vidéo, je ne sais pas pourquoi, voilà. Donc ici, vous voyez les bouquinistes. Donc dans les bouquinistes des quais de Seine, vous avez aussi bien des livres, des bouquins, d'accord? C'est de là que vient ce mot, les bouquinistes. Mais vous avez aussi des affiches, des estampes, etc. Donc en ce qui concerne la littérature, c'est quand même quelque chose de très important et ça fait vraiment partie du patrimoine culturel parisien, puisque les bouquinistes sont inscrits depuis 1991 au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Alors ces bouquinistes, il y a une longue tradition des bouquinistes à Paris. Au tout début, c'était au XVIe siècle, il y a eu une tradition autour de la Seine de colporteurs. Donc à l'époque, c'était des personnes qui portaient en fait des colporteurs, des vendeurs, des marchands de livres ambulants. Et puis ensuite, au fur et à mesure, ils se sont installés sur les quais de Seine jusqu'à ce que ce soit officiel, où les bouquinistes vont prendre une place officielle. En 1891, ils auront vraiment le statut de bouquiniste pour pouvoir s'installer sur les quais de Seine. Donc ils sont quand même très importants. Alors là, on va interagir et je vais vous poser la question, puisqu'on parle de livres. À votre avis, quel est le plus vieux livre que l'on peut voir à Paris? Où peut-on voir le plus vieux livre imprimé en Europe, qui se trouve à Paris, et quel est ce livre? Alors Bernadette, est-ce que vous pouvez peut-être discuter avec le public et leur demander ce qu'ils en pensent? Est-ce que quelqu'un a une idée où se trouve le plus vieux livre imprimé en Europe, donc à Paris, hein, et quel est ce livre? Est-ce que quelqu'un a une idée? Comment? Hachette, dit monsieur. Alors Hachette, c'est un éditeur. Où peut-on voir le plus vieux livre imprimé en Europe? Voilà. Et quel est ce livre? Alors quand vous dites le plus vieux, où peut-on le voir? C'est dans quel endroit en France? Dans quel endroit à Paris? À Paris, exactement. Dans quel endroit à Paris se trouve ce plus vieux livre et quel est-il? Voilà, tout à fait. C'est un culturel, littéraire.
Dans quel domaine, demande monsieur? Dans un domaine littéraire, dans un domaine... Là, je ne peux pas trop vous dire, parce que vraiment, je vais vraiment vous donner la réponse, quasiment. Ce sera peut-être la Bible. Oui, la Bible. Exactement, bravo, bravo madame. C'est une Bible, effectivement. La Bible de Gutenberg, qui est le premier livre imprimé en Europe, qui a été imprimé en 1455. Et on peut voir, il y a plusieurs exemplaires de la Bible, et on peut voir un exemplaire à la bibliothèque Mazarine. La bibliothèque Mazarine qui se situe sur les quais de Seine, donc vraiment à la lisière du quartier de Saint-Germain-des-Prés, au sein de l'Institut de France, où se trouve l'Académie française. Au sein de l'Institut de France, vous avez plusieurs académies, l'Académie française, l'Académie des belles-lettres, l'Académie des beaux-arts, l'Académie des sciences et également l'Académie politique. Et donc, au sein de cet Institut de France, vous avez une magnifique bibliothèque. Vous avez ici, je vous ai mis une photo de l'intérieur. C'est vraiment une bibliothèque historique. C'est la première bibliothèque publique de France. Elle a été créée par le cardinal Mazarin au XVIIe siècle et elle a été installée ici au sein donc, de ce bâtiment en 1668. Et donc, à l'intérieur de cette magnifique bibliothèque, on peut voir donc le plus vieux, un des plus vieux livres imprimés en Europe, la Bible de Gutenberg. Donc bravo pour cette bonne réponse. Alors, on continue la balade, et là, on va rentrer vraiment au cœur de Saint-Germain-des-Prés, et on va se retrouver au niveau du boulevard de Saint-Germain-des-Prés, boulevard Saint-Germain, ça s'appelle, où vous avez trois cafés extrêmement célèbres, la brasserie Lippe, le café de Flore et les Deux Magots. Alors, tous ces cafés ont vraiment vu passer des grands noms de la littérature, des grands intellectuels. La brasserie Lippe, Verlaine, Apollinaire fréquentait aussi le café de Flore, il en avait fait pratiquement son bureau, il tenait vraiment, il travaillait là-bas toute la journée. Les plus célèbres, évidemment, le couple le plus célèbre du café de Flore, c'est Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Eux aussi, ils y passaient leur journée. Ils restaient toute la journée là-bas pour travailler, recevoir leurs amis, échanger, débattre. Et puis également les Deux Magots, où de très grands noms, Verlaine, Rimbaud, Hemingway, Prévert, Queneau, enfin la liste est tellement longue que je ne vais pas vous faire ici un inventaire à la Prévert, c'est le cas de le dire, mais c'est vraiment des cafés très importants, cafés littéraires. Chacun de ces cafés ont d'ailleurs leur propre prix littéraire. La brasserie Lippe a le prix qu'on appelle Case, du nom d'un des premiers propriétaires, qui chaque année récompense un auteur qui n'a jamais été primé. C'est un petit peu la règle pour pouvoir obtenir ce prix Case, mais vous avez aussi le prix Flore et le prix des Deux Magots. Donc ce sont vraiment des institutions le long du boulevard Saint-Germain. Alors, encore un petit quiz pour vous. Alors, Saint-Germain-des-Prés est connu pour être un quartier littéraire. Vrai, faux? C'est assez facile. Les Deux Magots a toujours été un café depuis la création du bâtiment. Et est-ce que ces trois cafés sont les plus vieux de Paris? Alors, est-ce que Saint-Germain, donc on va faire question par question. Bernadette, j'aurai encore besoin de vous pour interagir avec le public. Est-ce que Saint-Germain-des-Prés est connu pour être un quartier littéraire et qu'un quartier littéraire? C'est un petit peu ça la question qui est derrière. Alors, Bernadette, vous pouvez interagir avec notre public. Oui. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Pour la première phrase, oui, c'est un quartier littéraire. Et pour les élites, c'est pas pour, je crois, comme ça. Parce que puisque Sartre et Simone de Beauvoir et les grands écrivains, les philosophes, ils fréquentent ce quartier. Et même, je crois, ils habitent parfois dans les hôtels de ce quartier. C'est ça, pour la première phrase.
Oui, vous avez raison, madame, bien sûr. Donc, ce sont des écrivains, mais c'est aussi toutes les intellectuels, en fait, qui fréquentent ce quartier et qui, très souvent, vivent ici. Hein. Pour vous donner un exemple, Marguerite Duras, l'écrivain, vivait à un moment, elle a vécu entre les deux cafés, entre Café de Fleurs et les deux Magots. Et après, elle a déménagé, mais elle est restée très près. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir vivaient aussi tout près. Donc voilà, ce sont des intellectuels. Donc ça, oui, c'est un quartier littéraire. C'est un quartier littéraire parce qu'il y a donc des personnes hein, liées à ce domaine littéraire, intellectuel qui ont vécu ici. Mais c'est aussi un quartier littéraire parce qu'il y a eu de nombreux éditeurs. Monsieur parlait de Hachette tout à l'heure. Donc Hachette a été pendant très longtemps, des locaux de Hachette ont été à l'angle du boulevard Saint-Germain et du boulevard Saint-Michel, donc en plein cœur de Saint-Germain. Vous avez Gallimard, Le Seuil, Grasset, Robert Laffont, enfin beaucoup de grands éditeurs qui étaient dans ce quartier. Je parle un petit peu au passé parce qu'aujourd'hui c'est moins vrai, parce qu'il y a eu vraiment des regroupements dans le monde éditorial et ça a formé des grands groupes. Et ces grands groupes, je pense par exemple à Hachette, ils ont déménagé à l'extérieur de Paris, vraiment en périphérie, à Vanves. Tout à l'heure je vous parlais de Robert Laffont qui fait partie du groupe Editis, le deuxième groupe d'édition en France, qui eux sont dans le 13e arrondissement à côté de la bibliothèque François Mitterrand. Donc c'est un petit peu moins vrai, mais il y a eu une vraie tradition d'éditeurs dans ce quartier de Saint-Germain-des-Prés. Il y a eu aussi beaucoup de libraires, des grandes librairies, La Une, les presses universitaires de France qui étaient à la Sorbonne. La Sorbonne est vraiment tout proche hein, du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Vous aviez Gibert, qui était une grande institution, une grande librairie qui était à Saint-Michel. Saint-Michel, vraiment tout à côté de Saint-Germain-des-Prés. Et puis aussi, vous aviez une tradition d'imprimeurs. Donc ça vient de la Renaissance, puisqu'on était vraiment à côté de la Sorbonne, donc à l'ombre de la Sorbonne, évidemment, il y avait des imprimeurs. Et je vous ai pris cette photo ici d'une plaque. Dans cette maison, Balzac, auteur de la Comédie humaine, a établi son imprimerie. Balzac a eu son imprimerie à Saint-Germain-des-Prés, hein, rue Visconti. Donc c'est vous dire à quel point le quartier est hautement littéraire. Mais je voulais attirer votre attention sur le fait que ce n'était pas qu'un quartier littéraire. Ça a été aussi, et ça l'est toujours, un quartier très connu pour être un petit peu le berceau du jazz en Europe. Ici, sur cet écran, je vous ai pris une photo de la station de métro de Saint-Germain-des-Prés. Quand vous arrivez en métro, vous allez voir, donc là on voit Germain, ce sont les lettres de Germain, Saint-Germain-des-Prés, et vous voyez des photos de personnages célèbres, donc il y a Marguerite Duras, il y a plein d'autres personnes, mais ici, ils sont liés à Saint-Germain, ils sont liés à la musique. Vous avez Miles Davis et Juliette Gréco, et donc évidemment ça a été vraiment surtout juste après la guerre dans les années 50, ça a été vraiment un haut lieu avec énormément de clubs de jazz et il y avait vraiment des musiciens qui venaient du monde entier, exemple Miles Davis. Et c'était vraiment très très connu pour ça. Encore aujourd'hui, il y a un festival annuel, le Festival du Jazz de Saint-Germain-des-Prés, depuis déjà pas mal d'années et qui regroupe aussi beaucoup de musiciens venant du monde entier. Donc, quartier littéraire, oui, mais pas que. Alors, la deuxième question, c'était est-ce que les Deux Magots, ce café, donc les Deux Magots, est-ce que ce café a toujours été un café depuis le début de sa création? Est-ce que quelqu'un a une idée? Bernadette? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Est-ce que les Deux Magots ont toujours été, toujours été un café? Apparemment, non. Il n'y a pas de réponse dans la salle. Pas de réponse. Alors là, je vous ai fait une petite vidéo de l'intérieur, si je retrouve voilà, ma souris, de l'intérieur du café, et je vais vous demander de regarder avec attention. Hop, décidément. Voilà. Donc
là, on fait un petit... Voilà, et on arrive sur ces deux figurines. Ces figurines, ce sont des magos. Des magos, ce sont des figurines qui nous viennent de Chine. Et avant d'être un café, c'est pour ça qu'il s'appelle les deux magos, en fait, c'était un magasin qui vendait des articles qui venaient d'Asie. Donc, c'était vraiment quelque chose d'assez exceptionnel pour l'époque. Et donc, il y avait ces deux figurines, ces deux magos qui trônaient au milieu du magasin. Et du coup, quand le magasin, il y avait beaucoup de soieries, je crois, qui étaient vendues, et puis d'objets chinois. Et lorsque ce magasin s'est transformé en café, et ben on a gardé le nom des deux magos. Et enfin, dernière question, est-ce que ces cafés font partie des plus vieux cafés de Paris? Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors, est-ce que quelqu'un connaît quel est le plus vieux café de Paris? Peut-être que Oui, posé comme ça, on aura peut-être la réponse. Je crois que oui, même je suis un peu, je sais pas. Je crois que oui, ce sont les 3 cafés les plus vieux de Paris, parce que en fait, si vous regardez les réseaux sociaux, on parle beaucoup de ces 3 cafés. Il y a beaucoup de films, de vidéos, oui, de photos. Alors je crois que oui, c'est mon avis. Non, pour moi, si vous m'entendez, s'il vous plaît. Oui, on vous entend très bien. Oui, bonjour Madame Bonjour. Bonjour Madame Bernadette. On a déjà échangé de rencontres dans la faculté des sciences touristiques de l'Université Mostan-Syria et je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Je pense que le Procope, qui est le plus vieux restaurant ou café à Paris, le Procope est déjà... on peut dire qu'il est le café préférable pour Diderot et Rousseau, et etc. C'est ça ma réponse, oui, je comprends. Parce qu'il est déjà là depuis 1686, je pense. Oui. Et ça, c'est le plus vieux, à mon avis. Voilà, tout à fait. Un grand bravo à vous, puisque effectivement, c'est le Procope. Le Procope qui est pas loin, qui est dans le quartier de l'Odéon. Le quartier de l'Odéon, c'est vraiment tout à côté de Saint-Germain-des-Prés. Le Procope a été fondé, comme vous le voyez sur cette diapo, en 1686. Je le mentionne aussi ici parce que d'un point de vue littéraire, intellectuel, c'est un café qui a énormément compté. Vous parliez de Diderot, donc il y a eu tous les grands encyclopédistes qui s'y sont retrouvés. Les grands aussi, au niveau de la Révolution, ça a été vraiment un des hauts lieux. C'est l'endroit où on a porté pour la première fois le bonnet phrygien, par exemple. Donc c'est vraiment, et puis tous les grands intellectuels, philosophes et grands hommes de lettres s'y retrouvaient. Donc effectivement, c'est le café Procope qui est le plus vieux café de Paris. Café-restaurant, puisqu'il fait aussi restaurant aujourd'hui. Madame, tout à l'heure, disait qu'elle voyait très souvent sur les réseaux sociaux, on parlait très souvent de ces 3 cafés, la brasserie Lippe, le café de Flore et les deux magots. Vous avez tout à fait raison, madame, mais ces cafés sont beaucoup plus vieux. La brasserie Lippe, elle a été lancée en 1880, donc à la fin du 19e siècle, et dans la foulée, les 2 autres cafés, café de Flore et café des deux magots, ont été créés dans les années 1885. Donc vous voyez, bien après cette date de 1686 que vous voyez à l'écran pour le Procope. Alors, on continue la balade. Je vais vous parler un petit peu des deux magots et d'une personne très importante qui a fréquenté les deux magots. Il y avait évidemment tous ces hommes et femmes de lettres intellectuels, mais il y avait finalement beaucoup d'artistes. Et parmi les artistes les plus célèbres, Picasso, donc le peintre Picasso, qui a vécu dans différents endroits à Paris, mais a passé plusieurs années à Saint-Germain-des-Prés, et il fréquentait évidemment les deux magots. Et c'est ici qu'il a rencontré une femme qui s'appelle Dora Maar, qu'il a souvent représentée en peinture. Vous voyez ici une reproduction de la femme qui pleure, Dora Maar, qui est devenue l'une de ses compagnes, mais aussi une de ses muses.
Et pourquoi je vous parle de Dora c'est que dans un instant, vous allez faire votre première activité autour d'une sculpture de Picasso et autour de Dora Maar. Donc ça, c'est le petit teasing pour vous dire que nous allons bientôt faire une activité d'écriture créative. Mais vraiment, pour la petite anecdote, Dora Maar, c'était une jeune photographe qui habite pas très loin de Saint-Germain-des-Prés, et qui était brillante et qui était amenée à avoir voilà, une carrière assez brillante. Elle a rencontré Picasso, qui était un petit peu plus âgé qu'elle à ce moment-là, et l'histoire raconte que Dora Maar aurait posé sa main sur une table, aurait pris un couteau, je vais vous faire comme ça, et aurait fait tac, 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 comme ça, en défiant Picasso dans les yeux. Et Picasso aurait été, et donc à un moment même le couteau lui a coupé un petit peu le doigt, il y avait du sang, etc. Et Picasso serait tombé amoureux de cette jeune femme. C'est comme ça que leur histoire aurait commencé et aurait duré pendant un certain nombre d'années. Voilà donc l'histoire, et cette histoire se serait passée aux Deux Magots, puisque c'est ici qu'ils se sont rencontrés. Alors, juste à côté, en face en fait des Deux Magots, vous avez un petit square, un petit jardin, où vous avez cette sculpture. C'est une sculpture de Picasso qui représente Dora Maar, donc cette femme, et qui est dédiée à Guillaume Apollinaire. Alors, cette statue, elle a vraiment une histoire assez rocambolesque, puisqu'il y a quelques années, c'était juste avant les années 2000, je crois que c'était en 1999, un jour, la statue disparaît. Et elle a été volée. Et puis, quelques temps après, dans une petite ville, à Aulny précisément, qui est juste à côté de Paris, une personne qui travaille pour la municipalité trouve une sculpture dans un fossé ou sous des arbres, je ne sais plus exactement. Et il récupère cette sculpture, il l'amène à la mairie, le maire se dit, bah, tiens, on va l'exposer, comme on l'a trouvé, on va l'exposer dans notre mairie. Voilà l'histoire. Et un jour, quelqu'un arrive à la mairie d'Aulny et dit, oh là là, mais c'est magnifique, vous avez une sculpture de Picasso chez vous. Alors évidemment, tout le monde est très étonné, le maire le premier est très étonné, ah bon, statue de Picasso, mais oui, je pense reconnaître. Et donc là, il y a des experts qui arrivent à la mairie d'Aulny pour expertiser cette sculpture, et il s'avère que c'était bel et bien la sculpture que vous voyez ici, qui avait été volée, et évidemment, le maire ne voulait pas faire de recel, hein, il était tout à fait honnête, et c'est avec toute une grande bonne foi qu'il ne savait pas que c'était une statue de Picasso. Évidemment, il a rendu la statue, et la statue est à nouveau ici, donc à côté des Deux Magots et à côté donc de l'église de Saint-Germain-des-Prés. Donc voilà un petit peu l'histoire rocambolesque de cette statue de Picasso. Alors, pourquoi Apollinaire? Donc Picasso a dédié cette sculpture à Apollinaire. Vous avez ici, vraiment tout à côté, la rue Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire, le poète, a vécu ici, à Saint-Germain-des-Prés. C'était un ami très proche de Picasso. Ils se sont rencontrés quelques années au préalable, quand Picasso est arrivé à Paris. On était dans les années 1900, donc au tout début du XXe siècle. Picasso s'est d'abord installé à Montmartre, dans le studio d'artistes qui s'appelle le Bateau Lavoir. C'est ici, au Bateau Lavoir à Montmartre, qu'il a rencontré Guillaume Apollinaire, et les deux hommes sont devenus très proches. Et ensuite, voilà, Guillaume Apollinaire, Picasso et tant d'autres artistes qui avant étaient à Montmartre se sont déplacés, et beaucoup sont venus s'installer dans ce quartier de Saint-Germain-des-Prés. Les deux hommes étaient vraiment très proches, et du coup, voilà pourquoi Guillaume Apollinaire est mort relativement jeune, hein, à la suite de blessures qu'il avait eues pendant la guerre. Hein, vous voyez ici sur cette plaque, on voit 1918, il est décédé en 1918. Mais Picasso, il est très connu pour ses calligrammes, et c'est ce que vous allez réaliser dans un instant. Un calligramme, c'est quoi? C'est
un petit poème, un texte dessiné. Hein. Vous voyez ici deux célèbres calligrammes d'Apollinaire, l'un qui représente une personne avec un grand chapeau et de l'autre côté la tour Eiffel. Donc c'est un petit texte voilà, qui ressemble à un poème. Et donc là, l'activité que vous allez réaliser maintenant, votre première activité d'écriture créative, c'est de réaliser un calligramme autour de cette statue de Picasso qui représente Dora Maar. Donc vous avez vu, je vous remets la précédente diapo, hein, là on ne vous demande pas de faire un dessin très précis et de savoir dessiner, hein, c'est vraiment uniquement le tour, les lignes, hein, vous voyez il n'y a pas beaucoup de détails, donc l'idée c'est de réaliser un petit dessin avec un texte, ça peut être un texte poétique, ça peut être un texte descriptif, ça peut être un texte narratif par rapport à, par exemple, les histoires que je viens de vous raconter autour de Picasso, de Dora Maar et de cette sculpture. Et donc, vous allez avoir, je regarde mon téléphone, pardon, vous allez avoir, je vais vous laisser 5 minutes, je sais c'est très très court, hein, évidemment, si un jour vous refaites les activités pour ceux et celles qui sont enseignants par exemple de français langue étrangère, si vous refaites les activités en classe, évidemment vous laisserez un petit peu plus longtemps à vos élèves pour réaliser l'activité, mais ici comme voilà la balade est assez longue, on a plein de choses à voir, je veux vraiment vous donner plein de pistes que vous pourrez un jour peut-être réexploiter. Donc là l'activité c'est de s'initier. Donc je vais m'arrêter de parler pour vous laisser produire. Donc là vous prenez vos petits carnets, vous prenez vos crayons, vos stylos et vous allez... Alors le plus simple en général c'est d'abord d'écrire le petit texte et ensuite de le mettre en image. Hein. Vous voyez c'est vraiment... la statue elle est très simple. Hein. Vous allez faire le contour du visage comme ça. Hop, ici, par exemple. Ensuite, vous allez faire les cheveux qui tombent. Et puis après, vous allez mettre des mots pour faire les yeux, pour faire le nez, pour faire la bouche. Et si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter le socle. Hein. Ce sera relativement simple. On ne vous demande pas d'être voilà, un dessinateur chevronné pour faire cette activité. Donc, je vous laisse 5 minutes. Au fur et à mesure, je vous dirai combien de temps il vous reste pour écrire votre petit texte et pour ceux ou celles qui le souhaiteraient, à l'issue de ces 5 minutes, vous pourrez partager, vous pourrez lire à haute voix votre texte. Ça fait partie, en fait, quand on fait des activités d'écriture créative, la lecture à haute voix fait partie de l'exercice. C'est vraiment, le texte prend vraiment une autre dimension, le texte va vraiment sonner, résonner et prendre toute son ampleur. Alors, je regarde l'heure, il est 15h36, alors donc 17h36 pour vous, je crois, et donc dans quelques minutes, on se retrouve pour partager nos créations. Est-ce que tout le monde a bien saisi, bien compris quel exercice il faut faire? Est-ce que vous avez besoin d'un complément d'information avant de vous lancer? Bernadette, est-ce que vous pouvez voir avec... Je crois qu'il y a une main qui se lève quelque part. Oui. Merci. Je n'ai pas vu la main se lever. Non, bon? Ah non, excusez-moi, donc peut-être que... Oui, un instant, il y a une question. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des sujets précis pour écrire un texte ou c'est n'importe quoi? Très bonne question, merci de votre intervention. Bien sûr, j'ai complètement omis de vous dire ça, qui est quand même un élément très important. En général, le texte est en lien avec le sujet que vous dessinez. Là, par exemple, c'est la tête d'une femme, donc normalement, ça doit avoir un lien avec la tête de la femme. Ou c'est Picasso qui a fait cette sculpture, il faut qu'il y ait un lien avec Picasso. C'est Dora Maar qui est représentée, donc cette femme, qui était donc photographe, artiste elle-même, il faut qu'il y ait un lien avec Dora Maar, d'accord? Il faut que le texte que vous allez écrire soit lié au dessin de cette femme que vous allez dessiner, d'accord? Donc c'était une très bonne question, merci de l'avoir posée. C'est bon pour tout le monde? On part pour les quelques minutes de production? Oui?
Oui, il n'y a plus de questions pour l'instant. Il n'y a plus de questions. Allez, donc j'arrête de parler pendant allez, à peu près 5 minutes. De temps en temps, je vous dirai, il vous reste tant de minutes. Et après, on met ça en commun. D'accord? Ils sont déjà tous en train de rédiger. Parfait, c'est super. À tout de suite. Évidemment, je reste là. Hein. S'il y a des questions pendant ce temps, je suis disposée à y répondre, bien évidemment. Alors, je sais que ça passe très vite, mais est-ce que ça vous va si dans 1 ou 2 minutes, on met en commun? Oui, on est encore très concentré. Excusez-moi, l'écriture d'un petit texte ou peut-être des petits vers sur le sujet dont vous parlez, ça exige au moins 10 minutes, un quart d'heure pour écrire une dizaine de lignes. Hein. Oui, donc, je sais. donnez-nous un peu de temps, s'il vous plaît. Bien sûr. Mais là, vraiment, essayez de... Si vous n'avez pas besoin d'écrire 10 lignes, hein, je pense que 3-4 lignes, déjà pour faire l'exercice, pour vous rendre compte de ce que c'est, etc. Même si vous n'avez pas le temps de construire la totalité du calligramme, ce n'est pas très grave. Mais je sais, hein, je sais bien que normalement, c'est beaucoup plus long. Allez, je vous laisse encore un petit peu de temps. Est-ce que l'on peut mettre en commun? Je sais que c'est très très court, même si le texte n'est pas complètement abouti, ce n'est pas grave. En fait, ce que je vous proposerai à la fin de l'atelier, pour ceux qui le souhaitent évidemment, et ceux qui n'auraient pas eu le temps voilà, d'aller au bout de leur production, c'est de terminer tranquillement à la maison, et si vous le souhaitez, de partager, en fait, de me partager vos productions par la suite, pour que je puisse voilà, échanger avec vous et voir un petit peu ce que vous avez produit. Mais dans l'immédiat, est-ce que quelqu'un veut se jeter à l'eau et veut lire l'ébauche de son texte? Oui, on a déjà 2 amatrices, 3. Ah, super, génial. Okay. On vous écoute. Vous pouvez voir le dessin premièrement? Comment est-ce qu'on peut partager le dessin? Ah oui, il faudrait pouvoir partager le dessin, c'est tout à fait juste. Il faudra approcher en fait. Alors la caméra, voilà, on va faire un zoom sur le dessin. J'ai écrit un petit poème avec le nom de Dora. Ah, génial. Ouais. Ah, très original. Merci. Alors, mon amour, Dora, ton visage m'accompagne toujours. Tes mots tendres sont toujours incarnés à ma tête. Ton odeur spéciale me vient à l'esprit au moment les plus chargés. Mon amour, Dora, je te manque. Très bien, bravo. Très très bien. Est-ce que quelqu'un veut partager sa production, une autre personne? Je dessine mal normalement. J'ai essayé de dessiner les yeux et les sourcils de Dora. D'accord. Quelques lignes. Vos yeux, parce que j'ai essayé de corriger ici, mais ça devient mal le dessin. Vos yeux pleurent et inondent le monde par une tristesse noire et sombre. Les sourcils cachent ce volcan de larmes. Et j'ai essayé de dessiner les yeux et les sourcils et avec la noirceur dedans. Très bien, bravo, bravo. Vous voyez, là, c'est vraiment par rapport à ce que je vous ai raconté, par rapport au fait que Picasso l'a souvent dessinée, peinte comme sous la forme d'une femme qui pleure. C'est vrai que leur relation a été un petit peu tumultueuse, on va dire, mais c'est très très bien. J'ai une 3e personne. Oui. Bonjour madame. Bonjour. J'imagine que son... Non, c'est bon. Voilà, déjà. D'accord. J'imagine Picasso, il écrit quelques mots parce que, comme vous disiez avant, il a commencé sa amour avec le Dora. J'imagine après, il a dit les vies se commencent ici. Le café du Doumago, parce que c'est le premier temps qu'il a rencontré la femme. Et aussi, il est écrit sur le dessin, avec elle, le temps passe vite et notre montre s'arrête ici. Très bien, bravo.
Ok, alors on va peut-être pas partager plus. Évidemment, ceux et celles qui voudraient continuer le partage, vous pourrez m'envoyer vos productions. C'est avec grand plaisir que j'en prendrai connaissance. On peut continuer? Oui? Bernadette, c'est bon? Oui, oui, tout à fait. Ok. Alors, puisqu'on parle de Picasso, sachez donc que Picasso a vécu pendant plusieurs années à Saint-Germain-des-Prés, dans une rue qui s'appelle la rue des Grands Augustins. Ici, je vous ai pris la photo de son atelier. C'est un endroit très important parce que c'est ici qu'il a peint ce tableau qui s'appelle Guernica. Guernica, c'est un tableau qu'il a produit en 1936 pendant en fait la période où il était avec Dora Maar. Ce tableau est vraiment très important dans la carrière de Picasso. D'une part, dans le contexte dans lequel il l'a peint, c'était la guerre en Espagne, la guerre civile. Il y avait le village de Guernica qui avait été complètement dévasté par les Allemands. Et donc, à travers ce tableau, Picasso essaye de décrire l'effroyable massacre, on va dire. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, ce tableau, il se trouve en Espagne, à Madrid, au musée Reina Sofia. Et quand vous entrez dans la pièce où est exposé le tableau, c'est un immense tableau qui recouvre un mur complet. Donc vous rentrez dans cette pièce et en fait Picasso a été suivi dans son travail, accompagné par Dora Maar qui était photographe et qui a fait un vrai photoreportage du processus créatif. Et du coup, quand on visite le musée Reina Sofia, on voit cette immense toile qui a été peinte ici, rue des Grands Augustins. Et juste en face, sur le mur d'en face, on voit toutes les photos de Dora Maar des différents moments du processus créatif. C'est vraiment très intéressant et très beau à voir et très fort aussi. Et pour la petite anecdote, à un moment, quelques années plus tard, il y aurait des Allemands qui auraient visité l'atelier de Picasso, ici, rue des Grands Augustins, et un des Allemands lui aurait posé la question à Picasso, « C'est vous qui avez fait ça ?» en montrant Guernica, et Picasso aurait eu l'aplomb de répondre « Non, c'est vous ». Donc c'est quand même assez... ça montre un peu la personnalité très forte de Picasso. Alors, on retourne, donc Guernica, il l'a peint en 1937, ici. On retourne à Saint-Germain, vraiment au cœur de Saint-Germain-des-Prés, et on va s'arrêter un instant dans cette église de Saint-Germain-des-Prés. Donc vous voyez, c'est une église qui a été restaurée récemment, hein, donc ce n'est pas les couleurs d'origine, mais c'est une très belle restauration avec cette voûte céleste, avec toutes ces étoiles. Je vous ai mis du coup une citation d'Apollinaire que je trouve très belle. Il est grand temps de rallumer les étoiles, et je trouve que ça illustre très bien cette magnifique voûte céleste de Saint-Germain-des-Prés. À l'intérieur de Saint-Germain-des-Prés, vous avez cette petite statue qui est très belle, qui date du XIIIe siècle et qui a été trouvée en fait juste à côté de Saint-Germain, sur la petite place où on va aller dans un instant. Mais avant d'aller de quitter en fait l'église, je voudrais voir avec vous, là c'est un petit texte à trous que je vous ai préparé pour vous donner quelques informations sur l'église de Saint-Germain-des-Prés. Donc je vais le lire et l'exercice va constituer à ce que vous trouviez les mots manquants. D'accord ? Alors, dès le VIe siècle, sur la rive gauche de la Seine, est construite une fondée en par Childebert Ier, fils de Clovis, et Germain de Paris. L'abbaye de Saint-Germain-des-Prés était la royale jusqu'à ce que les soient enterrés dans la basilique de Saint-Denis. Donc l'église de Saint-Germain-des-Prés, vous voyez qu'elle remonte au VIe siècle. Évidemment, elle a été restaurée, rénovée, etc. au fur et à mesure. Ce que l'on voit ici, ce ne sont pas toutes les pierres d'origine, mais ça en fait la plus vieille église de Paris quand même. Alors, donc, dès le VIe siècle, sur la rive gauche de la Seine est construite qu'est-ce qui est construit? Alors, est-ce que vous pouvez faire des propositions? Église, vous dites? Église. Alors, une église, plus qu'une église. Qu'est-ce que ça peut être? Pas uniquement une église. Cathédrale, propose-t-on? Non.
Non. Alors, c'est au VIe siècle, sur la rive gauche de la Seine, est construite une, oui, fondée en... Childebert peut être l'indicateur. Une abbaye? Oui, bravo, une abbaye, exactement. Alors, fondée en quelle année? Par Childebert Ier, fils de Clovis. Est-ce que quelqu'un à peu près a une idée? Madame. Oui. Clovis, c'est le fils le premier roi de France. Oui. Et donc, elle s'est fondée en quelle année? Alors, vous avez un petit peu une indication, là je pense que c'est très difficile de répondre précisément, mais vous avez une indication puisqu'on vous dit dès le VIe siècle, donc en 558, d'accord? Vous voyez que ça remonte à très très loin, cette abbaye de Saint-Germain-des-Prés. C'était en fait toute une abbaye, donc ça veut dire qu'il y a évidemment l'édifice principal, mais aussi tout autour, il y a plein de bâtiments qui se trouvent, et on va d'ailleurs aller voir une partie de ces bâtiments dans un instant. Donc, fils de Clovis et Germain de Paris. Alors, qui était Germain de Paris? Archevêque. Un évêque. Ouais. Voilà. Évêque ou archevêque, c'est... Ouais. Germain de Paris, très bien. L'abbaye de Saint-Germain-des-Prés était la royale. Alors, c'était quoi cette église? Ça peut vous donner une indication avec la suite du texte jusqu'à ce que les soient enterrés dans la basilique de Saint-Denis. Est-ce que vous savez qui sont enterrés dans la basilique de Saint-Denis? Ça vous dit quelque chose peut-être? Un cimetière, vous dites? Un cimetière, oui, mais qui est enterré dans ce cimetière de la basilique Saint-Denis? Les cadavres. Ce sont les saints, hein, les saints. Alors, il y a des saints, effectivement. Il y a Saint-Denis, notamment. Voilà, bien sûr. Hein. Mais pas uniquement. Ceux qui sont les plus connus, je dirais que c'est quelqu'un d'autre, d'autres personnes. Saint-Denis, donc, c'est dans le nord de Paris, hein, juste à côté de Paris. Alors, du coup, c'est le prochain qui apparaît, c'est la nécropole. Oui. Qu'est-ce que la nécropole demande quelqu'un? Oui, donc, l'abbaye de Saint-Germain était la nécropole royale, donc c'est-à-dire que c'est l'endroit où on enterrait les rois, à ce moment-là, jusqu'à ce que les rois soient enterrés dans la basilique de Saint-Denis. Lorsque vous visitez la basilique de Saint-Denis, vous voyez de très nombreuses tombes des rois et des reines de France. Voilà, c'est un résumé évidemment très court, mais pour vous donner des repères sur cette église de Saint-Germain-des-Prés. Alors, on va quitter l'église de Saint-Germain-des-Prés et on va se rendre sur une petite place qui s'appelle la place Fürstenberg, qui est vraiment tout à côté. En fait, quand on longe l'église de Saint-Germain-des-Prés, on arrive devant ce bâtiment que vous voyez en briques. C'est un très beau bâtiment aujourd'hui qui abrite l'Institut catholique de Paris, donc une université. Et quand on arrive sur cette petite place, je vais lancer la petite vidéo pour vous la montrer. Vous voyez qu'il y a déjà un magnifique lampadaire à 5 branches, de très beaux arbres. Bon, là, ce n'était pas la période de floraison, donc quand les arbres sont en fleurs, c'est très très beau. Et vous voyez ici cette petite entrée qui semble assez anodine. Et ici, en fait, tous ces bâtiments, c'était la suite de l'abbaye. C'était notamment les endroits où il y avait les chevaux, où tout le personnel vivait, etc. Et aujourd'hui, en fait, si on franchit cette petite porte, on arrive au musée Delacroix. Le peintre Delacroix a vécu ici, a passé la fin de sa vie dans cet atelier. L'atelier, c'est ça, hein, et puis là, c'était la partie où il vivait, ça, c'était la partie où il créait, où il peignait. Et je vous ai mis en fait cet extrait, ça c'est quand on rentre dans le musée Delacroix, vous avez un grand mur et sur ce mur vous avez cette reproduction de l'autoportrait de Delacroix avec un extrait de son journal. Il faut savoir que Delacroix est très connu pour sa peinture, évidemment, ça a été un des grands peintres romantiques
du 19e siècle, mais il a beaucoup écrit. C'est aussi pour ça que je fais cette petite incursion dans sa vie. Il a beaucoup écrit, il a tenu notamment des journaux intimes pendant plus de 20 ans, qui sont à la fois une source d'informations très rare et très précieuse sur sa vie et sur la vie de l'époque. Et il nous dit dans cet extrait de son journal: « La vue de mon petit jardin et l'aspect riant de mon atelier me causent toujours un sentiment de plaisir. » Et je le comprends, Delacroix, parce que je vous assure que quand on est dans ce petit jardin, là cette photo je l'ai prise en hiver, donc il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de feuilles aux arbres, etc. Mais quand le printemps arrive, c'est vraiment un vrai plaisir, c'est un petit havre de paix, et donc c'est vraiment en plein cœur du quartier de Saint-Germain. Alors, on continue la balade. Donc, Delacroix, il est très connu pour certaines de ses toiles. Ici, c'est une des toiles, l'orpheline au cimetière, qu'on peut voir au musée du Louvre, qui est vraiment une de ses grandes toiles. Il a également tenu beaucoup de carnets de voyage. Il a fait, en fait, il a passé presque un an en Afrique du Nord. Dans les années 1830, il a fait un assez long voyage en Afrique du Nord, et ce voyage l'a beaucoup marqué, tant dans sa peinture, sa manière de saisir le monde, et également il a beaucoup écrit ses carnets de voyage. Et ces carnets de voyage, on peut les admirer notamment quand on visite l'atelier de Delacroix. L'œuvre la plus emblématique de Delacroix, c'est La liberté guidant le peuple, que l'on peut admirer au Louvre, et en plus elle vient juste d'être restaurée, donc elle a retrouvé ses couleurs d'origine. Et donc on va s'arrêter là pour notre deuxième activité qui va être l'acrostiche. Alors l'acrostiche, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que l'acrostiche? C'est quoi comme procédé littéraire? Quelqu'un a une idée? L'acrostiche, un procédé littéraire. Non. Alors, si je vous mets ça à l'écran, est-ce que vous avez, ça vous dit? Alors, je vais le lire. Et regardez bien, parce que c'est aussi quelque chose de visuel. Parce que je souhaiterais voler, m'envoler, amarrer aux ailes des moulins de la ville, regarder les étoiles accrochées sur un fil, illuminer mes nuits de leur enivrante clarté, soupirer de bonheur, une amie pour la vie. Est-ce que vous voyez quelque chose dans ce petit poème qui pourrait nous aiguiller pour découvrir ce que c'est que l'acrostiche? Quelqu'un sait? Non? Regardez le début de chaque vers. P, A, R, I, S. D'accord? Quand on travaille l'acrostiche, on va écrire un petit texte. Et donc l'acrostiche Paris, d'accord? On va écrire un petit texte où on va retrouver en vertical le mot Paris, d'accord? Et on va écrire chaque première lettre va être la première lettre du vers que l'on va écrire. Donc là, l'activité que je vais vous demander, ça va être d'écrire votre acrostiche de Paris. Ça, c'est le mien. Mais je vais vous demander d'écrire. Donc, vous écrivez Paris en vertical, comme ça, P-A-R-I-S, et ensuite, vous complétez la phrase. Moi, par exemple, le P, j'ai mis parce que, d'accord? A, j'ai mis amarrer. R, regardez. Et après, j'ai continué ma phrase. Hein? Donc, je vous laisse à nouveau quelques minutes. Là aussi, je sais, vous allez me dire, c'est trop court. Je sais. Mais ne vous inquiétez pas, vraiment. Vous prendrez tout le temps qu'il vous faudra à la maison, après l'atelier, pour écrire vos textes. Vous pourrez me les envoyer. Je vous ferai un retour sur ce que vous avez écrit. D'accord? Là, je vous laisse quelques minutes pour essayer de faire votre premier acrostiche. Oui? Allez, c'est parti. Tout le monde a bien compris la consigne? Oui? Oui, c'est bon, tout le monde est plongé dans sa copie. Oui. Parfait, génial. Allez, allez-y. Est-ce que c'est bon? Je n'ai pas regardé quand j'ai lancé l'activité. Du coup, Bernadette, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez fait attention à quel moment j'ai lancé l'activité?
Alors, on va voir surtout où en sont les uns et les autres, ou les unes et les autres, par ailleurs. Est-ce que vous êtes prêts? Très bien, oui, oui, ça y est. Oui, parfait, génial. Alors, est-ce que quelqu'un veut se lancer? Je crois que... Non, personne n'ose. Alors, si. Ah, génial. Alors, qui veut se lancer? Moi, s'il vous plaît. Oui. Alors, partez loin mes pensées, arrivez tout près de la scène, renvoyez les mauvais esprits, installez autour des amis, sinon retournez vers nous. Très bien. Bravo, super. Très bien. Quelqu'un veut partager son texte? Alors, on a une deuxième personne ici dans la salle. Oui. Ok. Prendre le temps pour réfléchir, à un moment donné, vous va obtenir réellement de tout ce que ton cœur a désiré. Il est le temps pour s'enfuir, sache-le, vous va réussir. Très bien. Ok, très bien. Alors, on va alterner. On a une autre personne en ligne, Nawar, si vous voulez. Bien sûr, Nawar, allez-y. Bonjour, je m'appelle Aloïne Nawar. Oui, bonjour. Pour toi, j'exerce le plus d'efforts. À vous, je souhaite le bonheur. Rendre visite, cela mon expérience. Ici à Bagdad, je pense à toi. Seule, mais avec vous, je serai heureuse. Parfait, génial, bravo. Très bien. On a encore une personne ici dans la salle. Encore une personne? Oui, alors, mais il me reste une dernière phrase. Ouais. Parler de temps en temps de toi apporte un plaisir constant. Rêver de te visiter un jour, ici et là, tu es partout, mais il me manque la dernière phrase. Vous finirez tranquillement à la maison, il n'y a pas de souci. J'ai aussi le mot Paris, mais sans le rythme. Proche de moi, mais on n'est pas ensemble. Avant de notre rencontre, je ne sais pas qui je suis. Ravie de te connaître, sans toi, je suis perdue. On a d'autres personnes en ligne peut-être qui voulaient prendre la parole? Je ne crois pas, j'ai pas l'impression. Très bien. Non. Ok, on peut continuer, bravo à tous. Ouais. Je commence, Madame Bernadette? Oui, si vous voulez. Oui, bien sûr. Docteur Bachar voulait prendre la parole aussi. Oui, bien sûr, excusez-moi, allez-y. Merci à vous. Et je remercie également Madame Bernadette et tout le personnel de l'Institut d'avoir organisé une telle activité. Et aussi, je remercie mes collègues dans la salle. Bon, je fais mon intervention. Bon, pousser vers de nouvelles horizons. Ayons l'amour au fond de cœur. Rien ne pourrait effacer de mon cœur. Isolé dans une chambre close et sombre. Sauvé, me trouvais-je devant tes yeux. Bravo, très beau. Très bien. Bon, génial, ça vous a inspiré cet acrostiche de Paris? Un petit peu, hein, oui. Oui, bien sûr. Bravo à tous. Alors, on continue la balade? Ouais, allez, on y va. Alors là, maintenant, on va aller place Saint-Sulpice. Donc la place Saint-Sulpice, elle est tout à côté de Saint-Germain-des-Prés. Et elle a fait partie, en fait, à l'origine, elle était sur le domaine de l'abbaye de Saint-Germain, de l'époque dont je vous ai parlé précédemment. Et pourquoi elle est très importante? Parce qu'elle est liée notamment à Delacroix. Si Delacroix s'est installé ici, à Saint-Germain-des-Prés, c'était pour être près de Saint-Sulpice. Et dans un instant, je vais vous dire pourquoi. Mais avant, je vais lancer la petite vidéo pour vous montrer cette place Saint-Sulpice, qui est assez grande. Vous avez d'un côté, là-bas, au fond, c'est la mairie. Vous avez une très grosse fontaine au milieu, qu'on appelle la fontaine des quatre cardinaux. Et juste en face de cette fontaine, si on continue à tourner la caméra, on va voir l'église de Saint-Sulpice. L'église de Saint-Sulpice, qui est une des plus grandes églises à Paris. C'est la deuxième plus grande, après Notre-Dame. D'ailleurs, pendant toute la période où Notre-Dame était
était fermé, c'était un petit peu Saint-Sulpice qui la remplaçait, on va dire. Alors, dans cette église Saint-Sulpice, il y a eu plein d'événements très importants, mais par rapport à la littérature, je vais vous en donner un. Victor Hugo qui était aussi dans le quartier, s'est marié ici, dans cette église de Saint-Sulpice. Donc, vous voyez l'importance, entre autres, de ce lieu. Et à l'intérieur de l'église Saint-Sulpice, nous avons cette chapelle des anges. C'est vraiment quand on rentre dans l'église de Saint-Sulpice, tout de suite sur la droite, vous avez cette chapelle des anges qui a été décorée par Delacroix. C'est pour ça que Delacroix est venu s'installer à Saint-Germain-des-Prés. C'était pour être près de Saint-Sulpice, parce que c'est vraiment ce qu'il a occupé toutes les dernières années de sa vie. Il a travaillé dessus de 1857 à 1863, donc pendant de longues années. Vous avez un grand panneau, celui-ci c'est le combat de Jacob avec l'ange, qui fait face à celui-ci qui est Héliodore chassé du temple. Je vais lancer la petite vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu la taille en fait de ces peintures. Et au plafond, il y a aussi une décoration qui a été faite par Delacroix et qui est Saint-Michel terrassant le dragon. Voilà. Alors on continue. Dans l'église Saint-Sulpice, il y a une particularité, c'est ce qu'on appelle le Niomon. Le Niomon, c'est un drôle de nom en plus. Je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Vous avez au sol, et vous voyez ici, solstitium estivum, donc c'est en latin, donc le solstice d'été. En fait, vous avez un élément qui permet de définir quand est le solstice d'été afin de définir quand est Pâques. Et c'est cette espèce d'obélisque qui, à un moment de l'année, vous avez le rayon du soleil qui va taper sur la boule, qui va renvoyer la lumière. Donc c'est en fait un élément d'astronomie qui est dans l'église de Saint-Sulpice. L'écrivain Dan Brown, dans son très célèbre Da Vinci Code, a parlé de Saint-Sulpice. Il a repris un petit peu cette histoire de Niomon en disant que c'était le méridien de Paris, etc. C'est pas tout à fait le cas, mais en tout cas il s'est inspiré de cet élément pour faire toute une partie une scène de son roman qui se passe dans Saint-Sulpice. Alors quand on sort de Saint-Sulpice, on arrive dans une petite rue Férou. Et vous avez la particularité d'avoir un poème qui est inscrit sur ce mur, donc ça en fait un mur très poétique, le poème « Le bateau ivre » d'Arthur Rimbaud. Et vous allez voir, je vais lancer la vidéo, vous allez voir, c'est vraiment tout le mur qui est recouvert. En tout, il y a 25 quatrains, c'est-à-dire 25 strophes de 4 vers qui recouvrent ce mur. Donc Rimbaud, en fait, pourquoi il y a son poème qui est inscrit ici, en fait Rimbaud fréquentait avec Verlaine un café qui était place Saint-Sulpice et il aurait déclamé son poème dans le café, et donc on dit que le son du poème se serait engouffré dans cette rue. Vous voyez, la rue Férou, c'est une petite rue assez étroite avec des grands bâtiments, et donc les mots se seraient engouffrés comme ça, voilà, qui se seraient engouffrés dans cette rue Férou. Et du coup, voilà, c'est aussi en hommage à Rimbaud. Ici, je vous ai mis un extrait de l'art poétique de Verlaine. Rimbaud et Verlaine ont été très liés, comme vous le savez peut-être. Et ce qui est très marrant, c'est que Paul Verlaine nous dit « De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vaste et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. » Ici, en fait, il chante les vertus des vers impairs, et j'ai trouvé ça assez rigolo, parce qu'ils étaient très proches avec Rimbaud, et Rimbaud, lui, il a écrit ce long poème, Le bateau ivre, en alexandrin. Donc l'alexandrin, ce n'est pas un vers impair, mais c'est un vers pair, puisqu'il y a 12 syllabes. Alors,
Une activité que vous réaliserez chez vous, parce que là, ce serait vraiment trop longue à faire ici, ce sera d'écrire d'écrire un quatrain, c'est-à-dire une strophe de 4 vers en alexandrin, c'est-à-dire des vers de 12 syllabes, de 12 pieds, d'accord? Donc notez-le, écrire ça, je pourrais vous redonner à la fin de l'atelier, écrire donc une petite, un quatrain, c'est-à-dire une strophe en 4 vers en alexandrin. Sur le thème que vous voulez, je vous dirais plutôt sur Paris, puisque c'est le sujet qui nous intéresse, mais si vous voulez vous exercer avec autre chose, n'hésitez pas à le faire. Là, on va arriver, ce sera la fin de notre parcours littéraire et créatif. On arrive au Jardin du Luxembourg. En fait, quand on remonte cette rue Férou, qui est une petite rue assez étroite, qui arrive à une des entrées du Jardin du Luxembourg. Jardin du Luxembourg qui est un des plus beaux et un des plus grands jardins dans Paris. De ce Jardin du Luxembourg, on voit ici la tour Montparnasse, excusez-moi. Et donc ce jardin, je vais lancer la petite vidéo pour que vous puissiez le découvrir. Il abrite un palais, le palais du Luxembourg, qui aujourd'hui abrite le Sénat. Et en fait, ce jardin et surtout ce palais remontent en fait à l'époque de Marie de Médicis, qui aurait demandé donc la construction de ce jardin en 1612 et elle se serait installée en fait dans le palais. Et dans le jardin du Luxembourg, une des choses les plus emblématiques, c'est la fontaine Médicis. Pareil, c'est toujours Marie de Médicis qui l'aurait demandé. Et elle a repris un petit peu, Marie de Médicis, elle venait de Florence, hein, elle est venue en France pour se marier avec le roi. Et elle aurait voulu retrouver en fait son Italie natale, et notamment le palais Pitti à Florence. Et ici, cette fontaine, qui est d'ailleurs très belle, hein, quand j'ai pris cette vidéo, c'était à l'automne, donc avec toutes les feuilles, etc., et les très belles fleurs. C'est vraiment une fontaine très emblématique. Alors, encore une découverte, dans ce jardin se trouve probablement l'une des plus célèbres statues du jardin. Il y a beaucoup de statues dans le jardin. Il y a des statues de plein d'écrivains. Vous avez Baudelaire, vous avez George Sand. Il n'y a pas que des écrivains. Il y a aussi il y a une statue de Delacroix. Donc bref, il y a beaucoup de statues, mais il y en a une qui est très célèbre. Je vais vous montrer laquelle. Peut-être que vous le savez, ou peut-être que vous allez être étonnés. Et oui, c'est bien une statue de la liberté que l'on peut admirer dans le jardin du Luxembourg. Et je vais vous poser la question suivante. Combien y a-t-il de statues de la liberté à Paris? Alors maintenant, vous savez au moins qu'il y en a une. Mais il y en a d'autres. Est-ce qu'il y en a 2? Est-ce qu'il y en a 4? Est-ce qu'il y en a 6? Alors, qui dit 2? Qui dit 4? D'accord. Qui dit 6? Alors, je ne vois pas exactement qui lève la main. J'ai l'impression que c'est un peu partagé. C'est bien ça? Oui? Alors, on va le voir ensemble. La première statue de la liberté, c'est celle que je viens de vous montrer. Elle est donc dans le jardin du Luxembourg. Il y en a une deuxième qui est assez connue, qui se trouve sur la Seine, sur une petite île qui s'appelle l'île aux Cygnes, dans l'ouest de Paris, juste après la Tour Eiffel. C'est cette deuxième. Il y en a une troisième, donc ça ne peut pas être la première réponse. Une troisième qui se situe, ici je suis allée la prendre, c'est une photo que j'ai prise, dans le musée d'Orsay. Vous avez à l'entrée du musée d'Orsay une statue de la liberté. Il y en a une quatrième, celle-ci elle est dans le musée des arts et métiers qui se trouve dans le 3e arrondissement de Paris. Alors à votre avis, est-ce que c'est fini, pas fini? Eh bien non, il y en a encore. Alors, il y en a une autre qui est dans le jardin du musée des arts et métiers. Il se trouve qu'en ce moment, elle n'est pas à Paris. Ça, c'est une très vieille photo parce qu'elle a été prêtée par la France aux États-Unis, mais elle reviendra prochainement. Et enfin, la troisième, elle est dans une
statue qui se trouve, c'est une statue du sculpteur César qui est dans le 6e, donc pas très loin de Saint-Germain. Et dans la statue, il y a une minuscule statue de la liberté qui est cachée dans la main. Voilà, donc il y a 6 statues de la liberté. Je ne sais pas si vous le saviez. Est-ce que tout le monde était au courant qu'il y avait 6 statues de la liberté à Paris? Non, apparemment, il y a une question par ailleurs. Oui, bien sûr. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Je me demande si ces 6 statues ont été construites en même temps que le statue de la liberté à New York. Pas forcément. Alors par contre, elles ont vraiment été construites, souvent elles ont été construites soit directement par l'architecte Bartholdi, souvent c'était des reproductions, soit ça a été des travaux préparatoires, je ne sais plus laquelle d'ailleurs c'est, je sais qu'il y en a une, c'était vraiment un travail qu'avait fait l'architecte pour préparer la statue réelle, celle qui est aux États-Unis. Après, il y a eu des reproductions qui ont été faites, qui ont été offertes, enfin voilà, donc c'est toute une histoire, mais pas forcément tout en même temps. Et pour information, il y a une pièce au musée de Bagdad, alors notre spécialiste n'est pas là, mais il y a une pièce au musée de Bagdad qui aurait inspiré la Statue de la Liberté aux États-Unis. Ah, excellent! Ah, ça, je ne savais pas, merci. Mésopotamienne, je vous enverrai la photo. Ah oui, avec grand plaisir. Alors, on arrive à notre dernière activité qui s'appelle le Logo Rally. Alors, le Logo Rally, c'est l'écrivain qui s'appelle Raymond Queneau, qui a écrit un petit ouvrage qui s'appelle Exercice de style. Exercice de style, c'est la même histoire qui est racontée, mais avec des styles différents. C'est vraiment très amusant à lire. Et vraiment, je vous le recommande si vous ne connaissez pas. Et Raymond Queneau, c'est aussi un écrivain qui fréquentait tous les cafés littéraires dont on parlait au début de cette présentation. Et le Logo Rally consiste à choisir des mots. Donc là, vous allez choisir 5 mots qui vous viennent à l'esprit. Voilà, vous êtes un petit peu inspiré par cette balade dans Paris. Voilà, vous allez me donner 5 mots et vous allez écrire ces 5 mots les uns après les autres sur votre carnet. Est-ce que quelqu'un veut nous donner un premier mot qui lui vient à l'esprit par rapport à cette balade que l'on vient de faire ensemble? Café. Le mot café. Pardon? Le mot café. D'accord. Café. Donc tout le monde écrit café, s'il vous plaît. Très bien. Un deuxième mot proposé par quelqu'un d'autre. Flâneur. Balade. Pardon? Flâneur. Flâneur. Alors, flâneur, hein, on est bien d'accord. Balade. Balade. Très bien. Un 4e mot. Fontaine. Excusez-moi, j'ai pas compris. Fontaine. Ah, fontaine. Très bien, oui. Fontaine. Parfait. Quartier. Et un 5e mot? Quartier. Quartier. Yes. Parfait. Alors là, vous allez avoir quelques minutes, pareil, hein, toujours très court. Ça fait partie aussi, hein, de ça, c'est ce qu'on appelle l'écriture spontanée, d'avoir une contrainte comme ça fait partie de certaines activités d'écriture créative. Donc là, on utilise, nous, on aimerait avoir un peu plus de temps, mais on transforme cette contrainte en opportunité pour tester de l'écriture un peu spontanée. La consigne va être, vous allez écrire un petit texte en employant ces 5 mots dans l'ordre de leur apparition. Un petit texte logique, hein, qui raconte quelque chose, en utilisant, je rappelle les mots, café, flâneur, balade, fontaine et quartier. D'accord? Allez, quelques minutes pour écrire votre texte avec ces 5 mots. Évidemment, pas que c'est 5 mots. Hein. Vous allez construire des phrases, etc. Mais au fur et à mesure, vous allez placer ces mots. Quelqu'un me demande le sens de flâneur. Flâneur, alors. Quelqu'un qui flâne, c'est... Hein. C'est un promeneur. Promeneur. Hein. Ça vient de flâner. De flâner, flânerie, voilà. Se promener en rêvant un petit peu, voilà. Le mot flâneur, c'est autre chose que promeneur, ou peut-être ce que... Flâneur, c'est quelqu'un qui se promène, qui fait des petites balades, mais sans normes, avec... il faut savourer, il faut... le mot, c'est comme ça. Il faut goûter la valeur ou bien le goût de la balade. Tout à fait. Sans intention. Tout à fait, exactement.
Allez, quelques minutes, et après on partage. C'est bon, certains ont fini déjà leur petit texte et ont envie de le partager avec nous. Je commence? Oui, bien sûr, allez-y, je vous en prie. Ouais, dans une balade formidable, je visite un café très célèbre dans le quartier de Saint-Germain. Oui, j'ai fait une flameur dans sa fontaine extraordinaire. Très bien, c'est très bien. Alors la contrainte, normalement il y a une contrainte supplémentaire. Là il y a deux façons de faire cet exercice. Soit on utilise les mots comme ça, de manière libre, soit on les utilise de manière café, ensuite flâneur. Vous avez choisi de les mélanger, mais c'est très bien aussi. Est-ce que quelqu'un a rédigé le texte, mais en suivant bien les uns après les autres dans l'ordre d'apparition? Je vois une main se lever. Quand j'étais à Paris, j'ai bu un café, j'ai vu des flâneurs qui venaient de Chine. On va faire une balade ensemble. Après, on peut ensemble de fontaines publiques. Après ça, on va aller au quartier où j'habite. Très bien, très bien. Quelqu'un d'autre veut nous proposer son texte? Oui. Oui, très bien, allez-y. J'étais assise dans un café, j'ai vu un flâneur qui se balade. Tout d'un coup, il s'est arrêté près de la fontaine et jeté les sous et fait manger les pigeons. Ah, c'est un quartier magnifique. Très bien, bravo. Très très bien. Merci. Dans la salle, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut nous partager son texte. Allez-y, madame. Le café Fleur réjoui par ces flâneurs qui vont et viennent dans une balade nocturne, passant devant la fontaine principale du quartier. Très bien, très bien. Vous avez bien respecté les différents mots. Parfait. Quelqu'un d'autre? Oui. C'est toi, Paris. Dans tes quartiers, je suis flâneur, parce qu'à toi, je suis amateur. Je te vois de loin, à travers tes fontaines, espérant te visiter les années prochaines. Oh Paris, oh tes quartiers inoubliables, tout endroit pour moi est banable. C'est ça. Très bien, très très bien. Donc vous aussi, vous avez fait le choix de mélanger les mots. Très bien. Il y a beaucoup d'enthousiasme quand vous lisez votre texte. C'est très bien. Très très bien. Alors, malheureusement, on arrive... Est-ce que je peux ajouter? Oui, allez-y. Bien sûr, allez-y. Ah oui, peut-être que j'ai utilisé là le passé simple, ce sera mieux pour parler un petit peu de littérature. Hein. Oui. Bon. Assis et reposé au café des amis, un flâneur fit sa balade devant mes yeux. Il eut l'air égaré, mais sûr de ses pas. Il descendit rue Apollinaire, vers la fontaine bleue, située au quartier des Juifs. Très bien, bravo, bravo, très très bien, excellent. Félicitations. Vous voyez que cette activité, on peut vraiment la faire en plus à différents niveaux. Parfois avec un niveau de langage très simple, en n'utilisant que du présent, en utilisant très peu de mots, très peu d'adjectifs, quelque chose de très simple. Et puis des fois, à un autre niveau, si un jour vous proposez ça à vos étudiants, vous pouvez évidemment calibrer en fonction des niveaux des uns et des autres. Alors, bravo à tous. Alors, malheureusement, Bernadette, nous allons, je pense qu'on va être obligé de conclure. Bernadette, vous êtes entendue? Il y a encore quelqu'un qui veut partager son texte? Bernadette est partie. Ah, Bernadette est partie, d'accord, ok. D'accord, très bien. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, on arrivait à la fin de la balade. Je vous ai mis ici, sur cette dernière diapo, n'hésitez pas à prendre note. Vous avez mon adresse électronique qui est sur le côté, comme ça, hein, le long du livre, emazalon,
donc je m'appelle Evelyne Mazalon, donc Mazalon @inarts dans les arts travel.com. N'hésitez pas, si ça vous fait plaisir, si vous avez envie de m'envoyer vos productions, c'est vraiment avec grande joie que je le lirai et que je vous ferai un retour sur, voilà, sur vos productions. N'hésitez pas à vous connecter aux différents réseaux sociaux. Il y a notamment un petit podcast que j'ai créé qui complète les ateliers, qui vous donne plein de petites anecdotes sur Paris, sur les arts, sur la culture, et puis les différents sites internet, Facebook, Instagram, là aussi. Si vous avez envie de vous immerger dans la culture française et dans Paris, c'est le bon endroit. Voilà. En tout cas, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? On va bientôt être obligé de se laisser, mais ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Si comme ça, il y a spontanément quelques commentaires ou quelques questions. Non, merci. Merci beaucoup pour vos efforts. Merci à vous. Donc moi, je remercie tout particulièrement vous, déjà, de votre participation. Un grand bravo à tous. Je remercie également l'Institut français qui nous reçoit dans ces lieux pour les personnes qui étaient en présentiel. Et puis Madame Bernadette Chehu de l'ambassade de France en Irak qui a permis la réalisation de ce webinaire. J'ai vraiment été très heureuse de partager avec vous cette balade culturelle et artistique. J'espère que ça vous a donné des idées, des envies, ou tout simplement que ça vous a fait rêver. Et c'est déjà très bien si c'est le cas. Merci madame. Alors moi je voulais vous dire, Evelyne, bien sûr en l'absence de Bernadette, au nom de l'ambassade de France, tous nos remerciements pour l'animation de ce webinaire, particulièrement intéressant et riche en connaissances, en culture générale. C'est quelque chose qui est important, bien sûr, dans l'apprentissage de la langue, et vraiment tous mes remerciements. Et puis remercier bien sûr les professeurs qui sont à l'Institut français, qui se sont déplacés pour participer à cet événement, et je leur suis infiniment reconnaissante parce que je sais que maintenant ils vont devoir rentrer chez eux et que parfois il y aura beaucoup d'embouteillages et ce sera un peu long. Vraiment, merci à vous toutes et tous pour votre confiance. Et puis, nous nous retrouvons très bientôt. Et je vous souhaite un excellent week-end, professeur. J'espère que vous pourrez vous reposer un petit peu après une semaine d'investissement sans limite. Merci beaucoup. Merci Evelyne. Bonne soirée parisienne. Merci. Et à bientôt. Merci. Je crois qu'il y a une main levée. Au revoir. Non, il y a une main levée. Au revoir. Oui, Bonjour, vous madame. avez la parole. Oui, bonjour Madame Christine. Merci pour cette activité. Une très belle activité, bien sûr. Et j'espère une autre activité qui part sur les châteaux de Paris ou les châteaux à Tours. D'accord. Très bien, nous avons pris en note. Voilà, merci pour cette proposition, c'est important d'être source de proposition. Voilà, et puis merci à tous ceux qui sont à distance et qui maintenant vont aussi, bien sûr, se reposer un petit peu et prendre le week-end. À bientôt.